monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira de ma palle pour cet été. Cet été ça englobe pour moi, on va dire, je filme le 14 juin me semble-t-il, donc du 14 juin à la rentrée scolaire je dirais, donc à début septembre. Effectivement j'ai conscience que le nombre de titres que je vais vous présenter est assez osé compte tenu du temps imparti. Mais voilà, je vais d'abord commencer par vous présenter les titres que je vais pouvoir découvrir en graphique et je continuerai avec les ouvrages que je découvrirai en format papier. Je commence donc avec un ouvrage que je compte écouter mais que je garderai en format papier en parallèle car compte tenu de la thématique et de ce que tout le monde a pu en dire, je pense que j'aurai un grand besoin de la noter. Il s'agit de La vraie vie d'Adeline Dieudonné que je lirai également dans le cadre d'une vidéo particulière qui arrivera plus tard dans laquelle il y aura seulement 3 titres que je vous présenterai en détail. Mais voilà, je vous en dis pas plus, c'était un petit teaser. Le résumé est assez flou concernant ce titre, je sais simplement qu'on parle des animaux et qu'on parle aussi des violences faites aux femmes. J'ai hâte de voir de quelle façon Adeline Dieudonné peut traiter ces sujets puisque les retours ont vraiment été très élogieux concernant ce titre. Il ne traînera pas dans ma palle même si je dis ça depuis le moment où je me le suis procuré. Et c'est vrai que je trouve ça absolument absurde puisque c'est un ouvrage que je voulais découvrir dans l'immédiat, chose que je n'ai pas faite et finalement ça traîne pour rien parce que je suis déjà convaincue que c'est un titre qui me plaira. L'ouvrage suivant que je découvrirai à la fois en audio et en papier, il s'agit du Tombeau des Immortels, le premier tome de Vampiria America de Victor Dixon publié dans la collection R. Alors je dis le premier tome mais c'est bien parce que on s'ancre dans une autre partie de l'univers de Vampiria, donc on est aux Amériques alors que dans les 3 premiers tomes on était à Paris avec Jeanne. J'ai aucune idée de si on retrouvera Jeanne dans les tomes qui viennent ou même si elle est présente dans ce tome-ci. J'ai simplement l'impression qu'on part sur quelque chose de différent puisque Victor Dixon avait déjà annoncé que cette saga serait très très longue. Je crois que c'était quelque chose comme entre 14 et 19 tomes, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est le tome donc suivant. Le tome 3 m'avait beaucoup plu, je l'avais trouvé extrêmement immersif avec tout l'aspect marin puisqu'on était en mer avec des vampires qui s'affrontaient sur des bateaux et toute une histoire donc de créatures un petit peu fantastiques et mythiques. C'était palpitant, j'imagine que ce sera pareil ici. Je pense qu'on va un peu plus reprendre l'histoire américaine puisqu'on est sur l'histoire de Sid Desperado, donc des personnages qui sont désespérés, en tout cas c'est ce qui nous est dit dans le résumé et je crois qu'il y a des prises d'otages donc on est peut-être un peu plus sur un récit d'action western que vraiment de fantastique comme c'était le cas dans les tomes précédents. La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Moungar Sarr, qui est donc le détenteur du prix Goncourt 2021 et de même que je souhaite lire depuis sa sortie mais que je n'ai toujours pas rencontré. Je vais me permettre ici de vous lire le résumé, j'ai vu assez peu de retours concernant le titre, en revanche j'ai vu quelques interviews de l'auteur et je pense que rien ne vous décrira mieux l'histoire que la 4e de couverture que j'avais trouvée très précise lorsque je l'avais consultée. En 2018, Djegan Latir Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de Rimbaud nègre depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Djegan s'engage alors fasciné sur la piste du mystérieux Tissi Eliman, où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe. Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Djegan à Paris fréquente un groupe de jeunes auteurs africains. Tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour et s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à 2 femmes, la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda. Ce n'est absolument pas le genre d'ouvrage que je lis habituellement, donc je suis très curieuse d'en faire la lecture, la découverte et surtout de vous en faire un retour. 2 ouvrages que j'ai d'ores et déjà commencé en audio. Le premier, il s'agit de Fables d'Adrienne Young, publié chez les éditions Rajo, qui est donc un premier tome. C'est une duologie qui met en scène le personnage de Fable qui est une pêcheuse de pierres précieuses qui fait beaucoup commerce avec les divers marins qui se trouvent dans le port où elle habite, port dont elle se sent absolument prisonnière. Elle va œuvrer à sa fuite de l'île de Géval sur laquelle elle travaille et partir en mer avec, alors je ne me souviens plus du nom du protagoniste masculin, est-ce qu'il est disponible quelque part? Avec West, voilà, qui possède un navire et donc elle va partir en mer avec lui et s'enfuir, voilà. Pour l'instant j'ai lu
lu, je dirais, un quart du roman. C'est une histoire qui est très immersive, très prenante. Vous n'avez absolument pas le temps de vous ennuyer avec ce récit. J'ai lu déjà 12 chapitres et dans ces 12 chapitres, il se passe tout le temps quelque chose. Vous ne vous ennuierez pas, c'est une certitude. Et comme on est dans un univers très marin, je trouve que ça se prête bien à cette palle de l'été. Et ma foi, pour l'instant, j'apprécie relativement bien ma lecture. Je vous précise que l'audio est disponible sur Nextory. Je ne suis pas en partenariat avec la plateforme, mais comme je la consulte très régulièrement, il me paraît tout naturel de mettre en avant le fait que cet ouvrage s'y trouve. Et enfin, la dernière lecture audio que je souhaite effectuer, audio papier, puisque j'ai déjà commencé à jongler avec les deux, il s'agit de Contes de fées de Stephen King. Alors je l'ai à peine commencé puisque j'ai lu, écouté 77 pages pour l'instant, et je passe un très bon moment. On est vraiment sur du très grand Stephen King ici, avec des longues phases descriptives, des personnages qui sont extrêmement bien implantés dans l'univers dans lequel ils évoluent, à tel point qu'on a l'impression de les connaître. À peine 70 pages du récit, j'ai l'impression d'être déjà dans le quotidien des protagonistes, chose qui est assez surprenante et qui est l'une des plus grandes qualités pour moi de Stephen King. Je ne sais absolument pas de quoi va traiter le roman par la suite, donc je vais me permettre de passer complètement sur le résumé et de vous dire simplement que si vous aimez les romans très descriptifs de Stephen King, celui-ci devrait normalement vous plaire. Je continue cette palle en vous présentant les romans young adult que j'ai prévu de lire cet été, puis je passerai aux romans classiques et aux contemporains, bien qu'en contemporain il n'y ait pas énormément de titres puisque ce n'est pas ce que je lis le plus. Tout d'abord, je souhaite lire Sous les étoiles de Bloomstone Manor, publié chez les éditions Casterman. C'est un livre de Marie Orchard qui est vraiment reçu d'une façon très positive par la plupart des lecteurs, qui parle de science au 19e siècle en Autriche, je crois. Alors non, en Angleterre, pardon. Et donc c'est une jeune femme qui est passionnée d'astrophysique et qui va rencontrer un jeune homme qui, je crois, travaille dans l'astrophysique ou possède les instruments nécessaires pour faire les observations qui passionnent la jeune femme. Je n'en sais pas vraiment plus et de toute façon je ne vais pas rentrer plus en avant dans les détails, je risquerai de vous dire des bêtises. Si c'est un titre qui vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter les très nombreuses chroniques qui sont déjà disponibles sur Instagram, sur YouTube, sur Babelio, sur Booknode. Mais voilà, moi je ne vais pas relire le résumé puisque j'aimerais bien être un petit peu surprise. Surtout que la plupart des personnes qui l'ont lu et qui connaissent relativement bien mes goûts en matière de lecture m'ont dit que j'allais adorer cet ouvrage. J'ai donc hâte d'en faire la découverte comme pour la plupart des titres que je vous présente, mais j'ai envie de garder un petit peu de suspense. Deux ouvrages qui faisaient partie de ma palle pour le mois de la fantaisie mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Le premier, 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, publié chez les éditions Rajo, ici en format relié, qui est absolument divin. Je n'ai pas eu le temps de lire cet ouvrage, j'avais commencé le premier chapitre mais malheureusement j'ai été prise dans d'autres choses, à savoir la lecture de la Bible encore une fois, puisque c'est ce qui m'occupe le plus et vous allez voir que de toute façon la suite de cette lecture est bien évidemment dans cette palle. Je remets 6 couronnes écarlates dans cette palle parce que je veux absolument en faire la lecture, que je suis convaincue que cette réécriture de conte, je crois que c'est un conte coréen, va énormément me plaire. Je trouve ça très dommage de ne pas avoir déjà lu cet ouvrage. Donc évidemment il est dans cette palle. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine son nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kyata d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur son mystérieux fiancé qu'elle avait rejeté sans même le rencontrer. Bon, on est sur une trope classique de mariage arrangé, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup quand même dans la littérature, mais c'est l'univers vraiment fantastique qui m'intrigue dans ce livre et je vous ferai un retour dès que je l'aurai lu. Je continue avec un autre ouvrage qui se trouvait dans ma palle pour le mois de la fantaisie, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez les éditions Didier Jeunesse. Ici nous sommes dans une société où ce sont les femmes qui dominent et où les hommes leur font la cour sous forme de tournois qu'ils doivent remporter pour survivre et épouser une femme. Je dois avouer que j'ai assez peu compris le résumé en tant que tel, donc je reviendrai vers vous lorsque j'aurai lu cet ouvrage, puisqu'il est vraiment considéré comme un plaidoyer pour la liberté, pour l'égalité, vraiment un ouvrage politique et engagé, malgré le fait qu'il soit publié en young adult et que très souvent ces ouvrages souffrent d'une réputation assez médiocre, ce qui n'est clairement pas mon opinion. C'est donc un ouvrage qui prend le parti d'un message politique et pluriel au vu de ce que j'ai pu en entendre, et il sera lu, c'est sûr qu'il sera lu celui-là.
L'aube est bleue sur Mars de Florence Sinkel que je ne vous représenterai pas ici. Si vous souhaitez voir le résumé, je l'ai présenté je crois dans 2 pales et dans un vlog, donc je pense que ça va faire beaucoup. Sachez seulement qu'on suit une héroïne qui postule pour une mission, la première mission habitée sur Mars. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus encore une fois. N'hésitez pas à vous référer à mes autres vidéos ou à consulter les chroniques que d'autres personnes ont pu faire de cet ouvrage. Et c'est publié chez les éditions Nathan. Toujours chez les éditions Nathan, Les voyages forment la jeunesse de Lily-Belle de Cholet. J'enlève juste le communiqué de presse. Et je n'avais pas remarqué que l'ouvrage était dédicacé, ce qui est toujours très mignon et qui fait toujours très plaisir. Après 2 années intenses en classe de prépa, Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel ont bien mérité de partir en voyage. Leur projet, sillonner ensemble les routes de France à bord d'un van. Mais leur véhicule tombe en panne et le road trip à l'eau. Heureusement, Fred, l'oncle sympa mais un peu lourd de Luc, veut bien leur prêter sa voiture. À une condition néanmoins, qu'il les emmène, lui et sa poule Gigi, passer les vacances avec eux dans la maison de ses parents partis en croisière pour 1 mois. Au programme, pique-nique à la plage, fête de village et sortie en bateau. Le rêve. Mais malgré le soleil et la mer, les tensions s'accumulent. À l'insu de ses amis, Luc partage leur quotidien dans un blog au succès grandissant, n'hésitant pas à les tourner en ridicule ou à livrer leurs secrets les plus intimes. J'ai quand même l'impression que le résumé en dit beaucoup sur l'ouvrage, donc à voir comment ce sera traité, mais je pense que c'est un ouvrage parfait pour l'été. J'ai enfin sélectionné 3 thrillers young adultes pour cette palle. Le premier, c'est Urbex Mortel de Betty Piccioli, c'est publié chez les éditions Rajo. Et là on est sur un livre à choix multiples, donc un petit peu comme le format des livres dont vous êtes le héros. C'est un format que j'apprécie beaucoup, les livres de jeu c'est quelque chose qui me captive, je suis vraiment capable de dévorer complètement le roman et de le recommencer pour connaître toutes les fins et toutes les péripéties possibles. Je suis très heureuse de découvrir ça dans un ouvrage horrifique un petit peu, puisque c'est quand même une littérature que j'aime bien et que je pense que ce format-là peut très très bien fonctionner avec ce type de littérature. Je poursuis avec Stalkers de Lydia Day Penaflor, publié chez les éditions Albert Michel. Alors c'est un ouvrage qui est paru, il me semble, il y a 2 mois dans le catalogue de la maison d'édition. C'est publié en jeunesse et là on suit une jeune fille obsessionnelle qui va vraiment développer un comportement compulsif et obsessionnel concernant un couple de jeunes gens dans son établissement scolaire, et elle projette toute une existence à proximité de ce couple-là. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais je suis très intriguée par le sujet et par la façon dont il peut être traité. Le dernier thriller et le dernier roman young adulte que je vous présente, il s'agit de Kimon de Karen M. McManus, qui est certainement le roman le plus connu de l'autrice. C'est publié chez les éditions Nathan et vous le connaissez peut-être puisqu'il a été adapté sur Netflix. Personnellement, j'ai regardé seulement 2 épisodes de la série, j'ai trouvé ça vraiment insignifiant, donc je n'ai pas poursuivi ma découverte par le biais de la série. J'espère que le roman sera un petit peu plus intéressant. On suit 5 adolescents qui vont se retrouver collés et l'un d'eux va mourir durant cette heure de colle. Et voilà, la question est donc qui est coupable et qui est le menteur. Je poursuis avec une trilogie fantasy publiée là cette fois-ci en science-fiction chez Folio, L'enfant de poussière, donc c'est le cycle de Sif, le tome 1, et La peste et la vigne de Patrick K. Dewdney, qui est une saga qui a connu un franc succès il y a quelques temps maintenant. Et alors vraiment très, très superficiel, mais j'aime beaucoup les couvertures. C'est également, alors j'ai oublié de vous le présenter, mais c'est également une lecture que je ferai en audio. Folio avait eu la gentillesse de m'envoyer ces ouvrages lors de leur sortie, ça fait un petit moment maintenant. Je suis d'ailleurs un peu honteuse de ne toujours pas les avoir découverts, mais ce sera fait donc très prochainement. La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plonge les primautés de Brune dans le chaos. Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Sif grandit à Cornebrune, une ville isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de corvées, jusqu'à ce que les tempêtes qui secouent le vieux monde finissent par chavirer le sien et que son destin fourche à tout jamais. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous les avez lus, car ça fait très longtemps que je n'ai pas vu d'opinion sur ces ouvrages et je pense que ça pourrait grandement me motiver à les faire passer en priorité dans ma palle. 3 ouvrages contemporains maintenant. Le premier, L'année de la pensée magique de Joanne Didion, que je m'étais procuré suite à la vidéo de Digli sur ses meilleures lectures de l'année 2021, me semble-t-il. Je ne connais pas du... Non, 2020. Je ne connais pas du tout Joanne Didion, ce sera une véritable découverte pour moi. C'est une autrice américaine du XXe siècle, mais je n'en sais pas beaucoup plus. C'est un récit qui va traiter du deuil, puisqu'on va suivre Joanne Didion qui va perdre son mari durant un repas. Il va juste s'écrouler et on va donc suivre les différentes étapes de son deuil. J'imagine que ce serait un texte très fort et je ne sais pas pourquoi j'avais envie de le lire
maintenant, alors qu'il est dans ma palle depuis un moment. Je suis tombée dessus et je me suis dit, je crois que c'est le bon moment pour découvrir cet ouvrage. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui s'y trouve et je me rappelle de l'intensité avec laquelle Digli avait parlé de ce texte, ce qui me donne d'autant plus envie de plonger dans ces pages. Je ne sais plus du tout sur quelle chaîne ou sur quel compte Instagram j'ai vu Sur la plage de chez Zil de Ian McEwan, mais c'est un ouvrage que j'ai envie de lire maintenant certainement parce que se trouve le mot plage dans le titre, ce qui, vous me direz, n'est peut-être pas une raison suffisante mais qui m'a suffi. Je sais qu'on est sur un récit assez bouleversant ici aussi, donc ce sont des lectures qui vont être assez rudes. Je vais essayer de les entrecouper avec des textes peut-être un peu plus légers. On suit un jeune couple qui va se marier, mais après le mariage les choses ne vont pas du tout se passer comme ils le souhaitaient entre eux. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus et je vous ferai un retour dès qu'il sera lu également. Le dernier ouvrage contemporain dont je vous parle, il s'agit de Le Malheur du Bas d'Inès Bayard, qui m'avait été grandement recommandé par ma copine Angie du compte Un livre en hiver. Je sais que quand elle me conseille un livre, c'est que je peux foncer les yeux fermés. Je me l'étais d'ailleurs procuré immédiatement, comme vous pouvez le voir, il est en grand format, donc voilà, je l'avais acheté directement. Mais je ne l'ai toujours pas lu et pourtant ce roman a été extrêmement bien reçu et il traite d'une thématique qui devrait m'inciter grandement à le lire. Puisqu'ici on parle de la difficulté de la vie conjugale, mais on parle beaucoup aussi de la question du viol et que c'est une question que je trouve finalement assez peu présente dans la littérature contemporaine, ce que je trouve affligeant, même dans la littérature tout court, mais dans la littérature contemporaine, je trouve ça assez fou qu'on n'ait pas plus de textes traitant de cette thématique. Il s'agit du premier roman d'Inès Bayard et voilà, encore une fois, je ne peux que avoir envie de découvrir ce texte, bien qu'il rejoigne donc la pile des livres qui, je pense, ne seront pas faciles à lire. Je poursuis donc avec les ouvrages classiques. J'envisage bien évidemment de poursuivre ma découverte de l'Ancien Testament. Je suis à un peu plus de la moitié de cette première partie. J'ai la seconde dans ma palle. J'ai également le Nouveau Testament, mais je veux absolument finir cette partie-là déjà, ce qui est très audacieux puisqu'elle fait 500 pages et que je vous assure que c'est très exigeant à lire. Pour tous ceux qui ont lu l'Ancien Testament, n'hésitez pas à me dire comment vous y êtes pris. Est-ce que vous avez pris des notes en parallèle de votre lecture? Moi, je me suis contentée des post-it et des annotations directement sur page, mais j'ai l'impression d'être harassée par la tâche, voilà, donc c'est assez demandant comme travail, bien que ce soit intéressant, mais c'est pas une lecture que je peux faire avec autant de désinvolture ou de légèreté que ce que je vais pouvoir le faire avec un ouvrage de fiction, puisque ce que je cherche vraiment dans ma découverte de l'Ancien Testament, c'est retrouver un petit peu toutes ces références qu'on a pu avoir dans l'histoire de la littérature, mais aussi dans la philosophie, comprendre un petit peu d'où viennent certaines pensées, certaines expressions aussi, parce qu'au niveau de la langue, j'ai découvert beaucoup de choses dans ce texte-là. Donc moi, je la lis dans la traduction œcuménique, qui est donc la traduction qui est commune à tous les chrétiens. Et voilà, j'espère que je terminerai au moins cette première partie. Grosse rupture et sans transition, j'ai prévu de lire 2 livres de Marguerite Duras, 10h30 du soir en été et Hiroshima mon amour. Hiroshima mon amour qui est une pièce de théâtre dont j'aimerais également beaucoup voir l'adaptation. Je n'en sais pas beaucoup plus, donc je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas prendre de risques en sachant qu'encore une fois c'est une pièce de théâtre, donc ce sera théoriquement lu assez rapidement. Et 10h30 du soir en été, je vous l'ai déjà présenté à de multiples reprises dans mes palles, puisque pour tout vous dire, je crois qu'il est là depuis mars au féminin, donc ça fait un petit moment. Je sais qu'on parle de l'été et qu'on parle d'un meurtre qui va se dérouler durant les vacances des protagonistes. Pour le reste, ce sera donc pour plus tard. 2 petits livres de Balzac, La fille aux yeux d'or et La femme de 30 ans. La femme de 30 ans m'intrigue beaucoup puisque durant alors je ne sais plus qui l'organise, mais il y a un challenge qui s'appelle Mai avec Balzac, durant lequel j'ai l'impression que tout le monde a lu La femme de 30 ans. Ça m'a poussée à me procurer l'ouvrage et à avoir une grosse envie de le découvrir, donc il est dans cette palle. Et le suivant, c'est La fille aux yeux d'or, dont j'ai déjà entendu parler des milliers de fois dans des termes extrêmement élogieux. Alors je connais la beauté de la plume de Balzac, mais portée dans ce texte-là, paraît-il qu'elle est absolument incroyable. On va suivre l'histoire d'un dandy qui va tomber amoureux d'une courtisane, amoureux fou, et donc c'est l'histoire de son obsession. Bien évidemment, mon résumé est concis, mais n'hésitez pas à aller le consulter en ligne si vous souhaitez en savoir plus. Son excellence Eugène Rougon, puisque je dois absolument me mettre à jour sur la
l'avancée du challenge Lisons les Rougon-Macquart organisé par Anastasia et Napolita, je commence à avoir énormément de retard. Je me fais pas trop de soucis pour les autres puisque ensuite il y aura Germinal, Nana, donc des ouvrages que j'ai déjà lus et qui me sont beaucoup plus accessibles que celui-ci, que j'avais commencé et que je trouvais un petit peu, pour le moment en tout cas ce n'était pas mon préféré de Zola et je ne pense pas que ça le devienne. C'est ce qui fait que j'y vais un petit peu à reculons, que je traîne des pieds, mais il faut absolument que je lise ce 6e tome, je crois, si je ne me trompe pas. Les armoires vides d'Annie Ernaux, j'imagine que l'autrice reprend toutes les thématiques qui lui sont chères, qu'elle nous parle de son expérience de transfuge de classe, de sa rupture avec sa famille, de son passage à l'âge adulte et de sa découverte de la féminité, bref, tous les thèmes qui sont chers à Annie Ernaux. Les ouvrages d'Annie Ernaux portent beaucoup aussi sur la rupture avec la religion, chose qui est très intéressante puisque ces éléments-là sont pris ensemble. C'est comme s'il y avait une véritable rupture de sa personnalité entre le moment où elle est adolescente et le moment où elle se découvre jeune fille. Donc il fallait nécessairement qu'il y ait un livre d'Annie Ernaux dans cette palle, puisqu'il y en a toujours un. S'il y a toujours un Annie Ernaux dans mes palles, il y a toujours aussi un Colette, et j'ai pris ici La Vagabonde que je n'ai pas lu et qui était dans ma palle de mars au féminin là aussi. Renée Néré, lasse des infidélités de son mari, le peintre Taillandy, vient de le quitter. Pour subvenir à ses besoins, Renée devient mime, danseuse et actrice. Un riche héritier, Maxime, tombe amoureux. La jeune femme est tentée par ce nouvel amour, mais les souvenirs douloureux de son premier mariage sont omniprésents. À l'issue d'une tournée théâtrale, elle prend sa décision. Le roman est riche des premières expériences matrimoniales de Colette. Il est aussi un hymne au théâtre, aux coulisses et aux gagnes petits qui les peuplent. La Vagabonde est le roman de la désillusion, de la nostalgie, mais aussi celui du combat intérieur et de la victoire sur soi. Un titre et une autrice que je ne connaissais absolument pas, mais sur lequel je suis tombée en vide-grenier, 24 heures d'une femme sensible de Constance de Salm. Il me semble que c'est un ouvrage qui traite de la rupture. Constance de Salm, c'est une autrice du 19e siècle. Après vérification, c'est bien une autrice du 19e siècle qui posséderait une plume bien particulière et très touchante. Je suis donc impatiente de découvrir ce titre et j'ai l'impression que je vous dis toujours ça dans mes palles et mes boucoles, c'est terrible, ces tics de langage qui reviennent systématiquement. Je termine cette palle avec Le désert de l'amour de François Mauriac, qui est un titre que je devais déjà lire encore une fois dans ma palle. Alors, quelle palle ? Je me souviens plus, je ne saurais plus vous dire, mais il faut que je lise Le désert de l'amour. J'avais beaucoup aimé Thérèse Desqueroux. Les romans de Mauriac se lisent très vite, il a une plume très atypique sur laquelle vous ne pouvez pas avoir de doute. C'est-à-dire que vous lisez Mauriac, vous savez que vous lisez Mauriac. Je trouve ça impressionnant, l'identité de sa plume. Il y a peu d'auteurs qui sont à ce point transparents et visibles au travers de leur œuvre. Mais alors, chez Mauriac, c'est incroyable. Un soir dans un bar à jazz de la rue Dufaux, Raymond Courrèges retrouve par hasard Maria Cross, une femme entretenue à laquelle, adolescent, il a témoigné une passion ardente et maladroite qu'elle a repoussée. 17 ans plus tard, ce célibataire livré à une vie d'ennui et de plaisir facile songe encore à prendre sa revanche sur l'humiliation. Mais dans les souvenirs de Raymond, que le visage de Maria fait ressurgir, nous découvrons bientôt d'autres ombres, d'autres blessures, telle la rivalité équivoque, presque contre nature, d'un père et d'un fils pour l'amour d'une même femme. J'ai terminé avec cette sélection, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. Je vous ai présenté tout de même bon nombre de titres. J'espère également vous avoir donné des pistes de lecture pour cet été. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont les ouvrages qui vous accompagneront sur la plage ou en montagne pendant vos vacances. Le laïus est le même que d'habitude, vos commentaires sont toujours bienvenus et un petit like est fortement apprécié. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.